tous les ans, au niveau de cette journée internationale des femmes, nous aimons aussi tout cet aspect culturel qui est de poésie, de lecture de textes. Et puis 2015, bien sûr, n'y échappe pas. Je voudrais vous présenter Nine Tapin, même si c'est une personne qui n'est plus à présenter, puisque je pense que... Mais je vais te présenter quand même. Voilà, alors Nine est un peu à la croisée de plusieurs chemins. Tu es une femme engagée politiquement. Tu es également une femme engagée dans le mouvement associatif, lire et faire lire. Entre autres, la Ligue de l'enseignement. La Ligue de l'enseignement, entre autres. Également une femme qui, professionnellement, tu as consacré, je dirais, ton activité professionnelle en tant que rééducatrice, et bien justement te servir de la poésie pour faire réussir les enfants pour leur plus grand bonheur, pour notre plus grand bonheur aujourd'hui. Et c'est fait partie de ces combats que tu mènes, je dirais, pour oser l'espoir, changer la vie des femmes, changer également la vie de la société et je dirais améliorer notre quotidien. Voilà, place à Nine et ses lectures. Cette année, après que Elisabeth m'ait demandé de le faire, j'ai choisi de parler de Charlotte Delbo, qui est à la fois un écrivain français. Elle souhaitait d'ailleurs m'écrire à son retour de déportation parce qu'elle était aussi déportée, qu'une fois qu'elle serait sûre de pouvoir en faire une œuvre, disait-elle. Elle avait été la collaboratrice de Jouvet avant la guerre, et elle avait gardé le goût du théâtre, de la littérature, et vraisemblablement ça l'a aidée pendant sa déportation, puisqu'elle a essayé de se remémorer entièrement les poèmes qu'elle avait pu apprendre et aussi ceux qu'elle avait pu écrire avant cette incarcération. C'est une dramaturge, c'est une poétesse et c'est une résistante communiste française qui a écrit, qui a fait partie du dernier convoi des femmes déportées vers Auschwitz, et son livre s'intitule « Le convoi du 24 janvier », parce qu'elle avait promis à ses camarades de déportation qu'elle ne serait jamais oubliée. Et moi j'ai pensé que nous avions le devoir de ne jamais les oublier, d'autant qu'ici en Indre-et-Loire, dans ce convoi, il y a eu soit 17, soit 20 déportés d'Indre-et-Loire, et elle trace le portrait de certaines d'entre elles dans ce livre. Vous voudriez savoir poser des questions et vous ne savez quelles questions poser. Vous ne savez comment poser les questions, alors vous vous demandez des choses simples. La faim, la peur, la mort, et nous ne savons pas répondre. Nous ne savons pas répondre avec vos mots à vous, et nos mots à nous, vous ne les comprenez pas. Alors vous nous demandez des choses plus simples. Dites-nous par exemple comment se passait une journée. C'est si long une journée que vous n'auriez pas la patience. Et quand nous répondons, vous ne savez pas comment passer une journée, vous croyez que nous allons savoir répondre? Alors là, vous ne croyez pas ce que nous disons, parce que si c'était vrai ce que nous vous disons, vous pensez que nous ne serions pas là pour le dire. Il faudrait alors expliquer l'inexplicable. Et cela, nous devons attendre. Ce point sur la carte, cette tache noire au centre de l'Europe, cette tache rouge, cette tache de feu, cette tache de suie, cette tache de sang, cette tache de cendre, pour des millions, c'est encore un lieu sans nom. De tous les pays d'Europe, de tous les points de l'horizon, les trains pourtant convergeaient vers l'île nommée, chargée de millions d'êtres qui étaient versés là sans savoir où c'était.
où leur vie allait désormais se passer, leur vie avec quelques souvenirs, avec leurs petits mots et leur grand étonnement, avec leur regard qui interrogeait et qui n'y avait vu que du feu qui les ont brûlés, là, sans toujours savoir où ils étaient. Aujourd'hui, on sait. Depuis quelques années, on sait. On sait que ce point sur la carte, c'est Auschwitz. On le sait, pour le reste, on croit seulement savoir. Rentrer du camp, rentrer dans le rang après l'histoire de tous les jours, après le maquis, le train-train de la vie. Nous disions que la vie sera belle quand elle sera libre, que la vie sera ardente quand nous serons libres, si nous revenons. Tout sera simple, transparent, tout nous sera rendu avec la liberté, la beauté, l'amour, l'amitié, tout. La liberté, c'est tout. Il n'y aura qu'à vivre. Quoi de plus simple, de plus facile à celui qui aura su souffrir, qui aura su voir mourir, accompagné. Rentrer, qui de nous osait penser plus loin? Rentrer, mais c'était déjà demander l'impossible. C'était tout demander. Oserait-on encore demander une vie simple? Comment demander davantage? Rentrer, voilà, tout nous serait rendu. Mais revenir, ce n'est pas tout. C'est revenir pour se remettre à vivre le tous les jours, à travailler, à faire des dettes, à faire des économies pour payer ses dettes, à vendre du savon, parce qu'on ne sait pas faire autre chose, peut-être à retourner au bureau, parce qu'on ne sait pas faire autre chose dans la vie de tous les jours. Chercher un logement, parce qu'on ne peut pas vivre autrement. Être à l'heure, parce qu'au travail, il faut être à l'heure. De quoi vous plaignez-vous? La vie, c'est la vie. De quoi rêviez-vous dans votre là-bas? De manger à votre faim, de dormir à votre sommeil, d'aimer votre amour, à manger, à dormir, à aimer. L'aurez-vous quand vous serez rentré? Allez, l'histoire c'est fini. Soyez heureux comme tout le monde. L'histoire c'est un moment passé. Maintenant, c'est la vie. Mais pourquoi donc vouliez-vous revenir? Pour sortir de l'histoire et rentrer dans la vie? Essayez donc, vous autres, et vous verrez. Et d'ailleurs, c'est très très émouvant parce que dans le convoi du 24 janvier, il n'y avait que des politiques, alors pas uniquement que des communistes, mais que des femmes politiques qui avaient été prises pour des faits de résistance. Et il y avait une juive qui se trouvait là par hasard et dont elle a dressé le portrait en disant que bien évidemment, elle n'avait jamais compris ni les camarades qui se trouvaient dans le même convoi qu'elle, ni elle-même pourquoi elle était là. Et elle a fait des recherches, c'est très très émouvant parce que c'est des portraits de femmes, celui-là. Alors par exemple, pour cette femme, elle dit « Janine, c'était une blonde décolorée, avec des reflets roses dans les cheveux. Elle avait offert sa montre en or cloutée de diamants à une SS pour qu'on épargne ses cheveux. La SS a bien pris la montre, plus quelques bagues. Et Janine a eu les cheveux coupés, rasés. Une fois au bloc, elle a volé les chaussures à Alida parce qu'elle avait reçu, elle,
2 socs du même pied. Et à cause de cela, il avait failli avoir une bataille entre elles. Et c'était nous qui étions intervenus. C'est tout ce que nous savions d'elle jusqu'en 1964. Puis nous avons cherché et nous avons trouvé sa date de naissance, son nom, 5 novembre 1911, et une parente éloignée qui n'a pu nous donner aucun renseignement sur les circonstances de son arrestation. Elle appartenait à une famille juive de la bourgeoisie commerçante. Elle avait perdu sa mère de bonne heure et avait voyagé avec son père, qui, atteint de tuberculose, se soignait dans différents établissements en Suisse. Puis, à la mort de son père, elle était allée en Angleterre terminer ses études dans un couvent. En 1939, elle était partie pour les États-Unis où elle devait se marier. Le projet avait échoué, elle était rentrée en France à la veille de la guerre et pendant l'occupation, munie d'un certificat de baptême, elle ne s'était pas déclarée juive et ne portait pas l'étoile. Elle s'était installée dans un studio du 16e arrondissement où personne ne la connaissait. On suppose qu'elle a été dénoncée, mais non comme juive, personne ne le savait. Et de toute manière, si ça avait été le cas, elle n'aurait pas fait partie de notre convoi. Elle a été arrêtée au moment où elle s'apprêtait à partir. En effet, elle est arrivée à Romainville le 15 janvier 1943 avec des bagages soigneusement faits et non pas ceux des personnes qui avaient été surprises et qui emportaient au dernier moment ce qui leur tombait sous la main. Sa sœur, qui savait peut-être, est morte maintenant. Sa famille ignorait à quelle date elle avait été arrêtée, ignorait même qu'elle avait été déportée. C'est nous qui le lui avons appris plus de 20 ans après, et aussi qu'elle était morte à Auschwitz dans le courant de février 1943. Donc tous les portraits, je trouve ça absolument fabuleux, quoi. Qu'elle soit rentrée et qu'il puisse y avoir le texte où elle vous invite à vivre, en fait, hein, et qu'en même temps, elle ait fait ses recherches sur chacune, qu'elle ait réussi à se mémoriser aussi, toutes celles qui étaient avec elle, et les dates, parce que les dates, elles n'ont pas toujours été données, les dates de décès n'ont pas toujours été données dans le camp. Donc elle a dû les chercher par la suite. Voilà. Je voulais une poésie, puisque c'est le printemps des poètes, qui a été écrit aussi par Marianne Cohn, dit Colin, qui avait été arrêtée avec un convoi d'enfants qu'elle accompagnait en Suisse. Et elle a été emprisonnée d'abord à Annemasse. Elle a refusé l'offre d'être libérée sans les enfants, quand même, hein. D'ailleurs, on voit un grand panneau quand on va vers Annemasse où ça nous redit ce convoi-là qui a été... voilà. Et quelques jours après la libération, on retrouva son corps dans un charnier. Elle avait été fusillée le 8 juillet 1944 à l'âge de 23 ans. Elle fut une militante exemplaire dans l'organisation des jeunesses sionistes de la zone sud. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles, je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage, mais moi je sais. Vous êtes 5 mains dures avec des bagues, vous avez aux pieds des chaussures avec des clous. Je trahirai demain, pas aujourd'hui, demain. Il me faut la nuit pour résoudre, il ne me faut pas moins d'une nuit pour me décider à renier, à abjurer, à trahir, pour renier mes amis, pour abjurer le pain et le vin, pour trahir la vie, pour mourir. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau, la lime n'est pas pour le barreau, la lime n'est pas pour le bourreau. La lime, elle est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai plus rien à dire, je trahirai demain. Voilà.